Bonsoir et merci pour la confiance renouvelée. Bienvenue à ce journal. Voici le sommaire. La Direction générale des impôts renforce la communication avec les contribuables. Vendredi, une campagne nationale de sensibilisation sur le civisme fiscal, les fonctionnalités de la plateforme e-tax, la facturation électronique normalisée et le respect des obligations fiscales a été lancée. Nous parlerons de la prestation de serment de 61 nouveaux avocats. La Direction générale des impôts lance la campagne nationale de sensibilisation des contribuables sur le civisme fiscal, les fonctionnalités de la plateforme e-tax, la facturation électronique normalisée et le respect des obligations fiscales. Plus de détails avec Mohamed Brahim. Cette campagne promet l'usage des stratégies plus globales de digitalisation, de modernisation et de transparence destinées à améliorer la collecte des recettes publiques et à renforcer la confiance entre l'administration et les contribuables. Les représentants de la Banque mondiale au Tchad, Moustapha Mohamed, a salué l'émergence du Tchad vers le numérique tout en soulignant l'importance de ce type de paiement électronique pour la mobilisation des ressources intérieures. Je tiens tout d'abord à saluer l'engagement remarquable de la Direction générale des impôts et des autorités tchadiennes dans la promotion d'un système fiscal plus transparent et plus accessible. Leur volonté de placer l'innovation au cœur de la réforme fiscale illustre une vision tournée vers la modernisation et l'efficacité. La Banque mondiale est fière d'accompagner cette initiative qui s'inscrit pleinement dans nos engagements communs pour renforcer la sensibilisation et la mobilisation des ressources domestiques, améliorer la gouvernance financière et soutenir le développement durable au Tchad. Le directeur général des impôts, Mbairari Bari Henry, présente les objectifs de la plateforme e-tax. Il y a une mobilisation notable des recettes domestiques. Il y a une meilleure traçabilité des opérations et un suivi automatisé des dossiers fiscaux et une grande simplification et facilitation des procédures fiscales dans les relations entre l'administration fiscale et les contribuables. En effet, e-tax offre aux contribuables la possibilité de déclarer et de payer leurs impôts en ligne sans autant avoir beaucoup de tracasseries, des files d'attente et des pertes de temps. La campagne de sensibilisation sur les e-tax marque une avancée significative dans la stratégie fiscale numérique du Tchad. Passage de flambeau à la justice tchadienne, 61 nouveaux avocats ont été prêtés serment ce 29 août au palais de la justice de N'Djamena, venant ainsi élargir les rangs de la profession. Bayrakoula Maxime. Cette consécration des 61 nouveaux avocats marque l'aboutissement réussi de leur stage et leur entrée définitive en tant que membres titulaires au sein du barreau du Tchad. Contrairement à la prestation de serment initiale qui ouvrait leur stage, celle-ci vient clôturer. Après 2 années de formation pratique exigeante au sein des cabinets d'avocats, ces stagiaires ont été jugés aptes à exercer la profession d'avocat en pleine autonomie, souligne le procureur général de la République après la prestation des serments de chaque récipiendaire. La cérémonie présidée par le président de la 3e chambre civile de la cour d'appel de N'Djamena est revêtue d'une solennité hautement symbolique. Elle s'est déroulée en présence des autorités judiciaires, des familles et surtout une communauté des avocats venus féliciter leurs nouveaux confrères. La formule rituelle des prestations de serment, la main levée, a retenu avec cette résonance particulière. Je jure comme avocat d'exercer mes fonctions avec dignité et conscience dans le respect des lois. Cet engagement n'est plus une promesse mais un gage donné à la justice et à la société. Dans son allocution, le procureur général de la République, représentant le ministère public, a insisté sur les défis à venir et la responsabilité qui leur incombe désormais. Pour les nouveaux avocats, cette cérémonie est un moment idéal pour exprimer leur reconnaissance. C'est une grande joie pour moi de me sentir entouré de tout ce monde, de ma famille, de mes encadreurs, de l'ensemble de mes confrères. C'est un sentiment de fierté, de satisfaction parce que nous avons connu des hauts et des bas. Disons très sincèrement, merci à tous ceux qui nous ont accompagnés et au bon Dieu qui a permis que cela puisse se réaliser. Leur visage radieux à la sortie de la cérémonie en disent long.
Ils quittent le palais de justice, non plus avec le statut des stagiaires, mais avec la légitimité, mais aussi et surtout légitimité pleine et entière d'avocats à la cour. La série de formations destinées aux praticiens de santé lancée le 27 août dernier par le ministère de la Santé publique et de la Prévention a pris fin cet après-midi à l'amphithéâtre de la Faculté des sciences et de la santé humaine de l'Université de N'Djamena. À l'issue des 3 jours de formation, les participants ont formulé quelques recommandations que je vous propose de suivre. Nous, participants à la session de formation tenue du 27 au 29 août 2025 à la faculté de la médecine sur les procédures de traitement des fractures, la lutte contre la malnutrition et la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Recommandons ce qui suit. 1. Au gouvernement de faciliter l'accès des praticiens au centre de recherche pour la validation de leurs produits issus de la médecine traditionnelle. Former les praticiens aux bonnes pratiques. Former les praticiens dans le domaine de l'IEC, mobilisation communautaire, la prise en charge communautaire de la malnutrition. L'octroi d'un terrain pour la construction d'un siège national pour les associations des praticiens. Rendre formelle la collaboration effective entre praticiens et praticiens de la médecine conventionnelle sous l'égide du ministère de la Santé publique. C'est un tournant décisif pour la cohabitation entre éleveurs et agriculteurs au Tchad. À Bangor, un atelier zonal s'est tenu le 28 août, réunissant les acteurs des provinces du Chariba-Guermi, du Mayo-Kébi Est et du Mayo-Kébi Ouest et la Tangilé. Objectif, relire et valider le projet des codes pastorales. L'initiative promet une régulation harmonieuse des activités pastorales au service de la paix et du développement durable. À correspondance, Nakamsou Gabriel et Abakar Dimi. C'est dans la ville de Bangor que se tient pendant 2 jours une rencontre d'importance capitale pour l'avenir du pastoralisme au Tchad. Autorités administratives, leaders pastoraux, partenaires techniques et représentants des producteurs se sont donné rendez-vous pour une relecture participative du projet du code pastoral. Le délégué du gouvernement auprès de la province de Mayo-Kébi Est, Gougouni Zitmi, dans son intervention, dit que nous devons parvenir le conflit en amont et que ce code est un outil de paix au service de nos communautés. L'organisation de cet atelier ici, à Bangor, traduit la reconnaissance de notre rôle stratégique dans la dynamique pastorale nationale, mais aussi la nécessité d'impliquer les communautés dans la réflexion et participer à la conception des textes qui vont encadrer leur quotidien. Marc Mankousso, représentant du FAO, en appuyant cet effort de gouvernance foncière inclusive, dit que le code pastoral est un levier de stabilité et de développement rural. Le ministre de l'élevage et de production animale, le professeur Abderrahim Awap Ateyib, a donné le ton de cette rencontre à travers une allocution engagée et mobilisée. L'élevage et l'agriculture, souvent perçus comme des activités concurrentes, sont en réalité complémentaires et constituent une source de revenus pour des millions de nos concitoyens. Il devrait être plutôt un facteur essentiel de cohésion sociale. Une nouvelle page est en train de s'inscrire pour les régions du sud-ouest tchadien. La validation d'un code pastoral inclusif pourrait bien être la clé d'une cohabitation pacifique entre communautés rurales et un ressort économique durable. Les pirogues sont de retour à N'Djamena. Elles sont les seuls moyens de traverser l'axe Rilian, le rond-point Gazelle, au quartier Gassi, en traversant d'autres quartiers du 7e arrondissement de N'Djamena. Les fortes pluies de ces derniers jours ont laissé des traces et les usagers n'ont d'autre choix que d'embarquer dans les pirogues. Reportage à Tansouamta. En cette période de pluie diluvienne,
Certains axes de la ville d'Njamena se transforment en véritables fleuves et marigots. À Abena, sur l'axe reliant le rond-point Gazelle au quartier Gassi en passant par Atron, le passage pédestre et motorisé s'avère impossible. Les motocyclistes comme les piétons s'embarquent dans les pirogues pour traverser ce tronçon envahi par les eaux. Pour se rendre au travail ou au marché, ils déboursent sans discuter entre 100 et 200 francs CFA à chaque traversée. C'est les femmes qui vont au marché, les gens ils sont partis au travail. Bon, par exemple 100 francs, 75, 50 même. Parce que à la journée, on amène à 2000, 2500, 1500. Une situation qui, selon de nombreux riverains, est devenue une chronique. À chaque saison de pluie en pareil moment, ces scènes se répètent. C'est la mauvaise foi des autorités chargées de l'aménagement du territoire et des communes qui est le facteur de la peine des usagers des routes inondées, dénonce Nabia, habitant du quartier. Le grand axe, c'est une rue de 40 mètres qui est au cœur de la commune de 7e arrondissement, qui se trouve sans commune mesure enclavée par des eaux qui menacent de tous bords. C'est une rue qui est vraiment stratégique, raison pour laquelle moi je voulais mettre un accent sur les conséquences. Les conséquences d'abord pour les femmes. Aujourd'hui, les femmes qui se trouvent de l'autre côté ne peuvent aucunement accéder le marché pour pouvoir se ravitailler et préparer de quoi pour leur famille. Nous avons un centre de santé, on appelle ça la léproserie juste à côté, pour les femmes en grossesse qui sont arrivées déjà à terme. Qu'est-ce qu'elles doivent faire pour pouvoir maintenant accéder, quand même traverser ce pirogue, si maintenant le travail commence à minuit ou à 2h du matin. Face à cette réalité, beaucoup appellent à un véritable plan d'aménagement afin d'enrayer les inondations et le transport des personnes en pirogue sur les voies terrestres en pleine capitale. Comme ici, là, c'est la capitale, non? Donc c'est la capitale, ça doit bien propre le quartier. Et le quartier, c'est inondé comme ça, là. C'est très honteux. Ce que l'État fait, c'est juste de mettre un peu du goudron là pour les gens qui passent. Sinon, en voyant comme ça, ça peut donner des maladies, ça peut casser des maisons sur les gens. Là, c'est que c'est pas bien du tout. En attendant la fin des pluies, les habitants doivent prendre ce mal en patience et continuer à ramer sur les voies qui manquent sérieusement d'aménagement. Le traditionnel tour de l'actualité internationale à l'occasion de la visite du président mozambicain. Le Rwanda et le Mozambique ont signé un accord de paix et de sécurité. L'Afrique du Sud accueillera du 22 au 23 novembre prochain le sommet du G20 et la position de la Russie sur le rétablissement des sanctions internationales contre l'Iran. Assiam Kandiara. En signant l'accord, le président rwandais Paul Kagame a souligné la nécessité de renforcer la coopération entre pays africains pour faire face au terrorisme. Selon lui, l'extrémisme violent reste l'une des principales menaces au développement du continent. Depuis 2021, les troupes rwandaises appuient l'armée mozambicaine dans sa lutte contre les groupes terroristes actifs dans la province de Cabo Delgado. Kigali y a déployé 1000 militaires et policiers pour renforcer la stabilité dans cette région stratégique. En proie aux attaques djihadistes depuis 2017, Cabo Delgado a été le théâtre des violences meurtrières qui ont freiné un important projet gazier de Total Énergie à Palma. En Afrique du Sud, à 100 jours du sommet G20, les différents groupes de travail poursuivent les préparatifs en peaufinant les documents qui seront soumis aux chefs d'État et de gouvernement. Plusieurs dossiers sont déjà au cœur des réunions ministérielles qui se tiennent actuellement. De nouvelles rencontres sont prévues le mois prochain, dont celle des ministres des Affaires étrangères du G20 qui se déroulera en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. À l'issue du sommet de Johannesburg, le président sud-africain Cyril Ramaphosa transmettra la présidence tournante à son homologue américain. Mais la participation de Donald Trump reste incertaine. À Tamboura, dans l'ouest du Soudan du Sud, des milliers de familles ayant fui la violence depuis 2021 vivent toujours dans les camps. Entre incertitude et insécurité, les femmes particulièrement vulnérables voient leur santé mentale gravement affectée. Confrontées à la faim et à l'incertitude du retour chez elles, les femmes déplacées de Tamboura payent le plus lourd tribut de la crise. Souvent exclues des processus politiques et de consolidation de la paix, elles restent en marge des décisions touchant un conflit intercommunautaire. Face à cette détresse, la mission des Nations protège les civils du siège de la violence, sécurise l'acheminement de l'aide humanitaire et soutient l'effort de réconciliation. Voilà tout pour ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi.